En matin été Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 8h09 sur Sud Radio, l'invité ce matin, Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci sur Sud Radio. La réindustrialisation du pays au cœur des priorités, je le disais, d'Emmanuel Macron et de votre action au sein du gouvernement depuis un an. Une industrie décarbonée avec la loi Industrie verte qui vient d'être votée au Parlement. C'est déjà une réalité d'ailleurs bien concrète. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les déclarations hier soir d'Elisabeth Borne, la Première ministre qui était l'invitée de nos confrères de BFM. Comment l'avez-vous déjà trouvée? Combattante, déterminée? En fait, je l'ai trouvée telle que je la connais, c'est-à-dire effectivement déterminée, engagée, et surtout orientée vers les résultats. Travailler avec Elisabeth Borne, c'est très simple. Des objectifs, du travail, des résultats. Les fioritures sont pas forcément l'essentiel. C'est vraiment des résultats qu'elle nous demande. Et je pense que sur l'industrie, on a montré qu'on pouvait en avoir, et donc on continue à aller en chercher. On va y revenir sur cette question de l'industrie. En tout cas, rien de nouveau en ce qui concerne la crise qui secoue la police depuis plusieurs jours maintenant. Elle a rappelé son soutien, certes très fort, aux forces de l'ordre, et puis en même temps la nécessité que la justice fasse son travail sereinement. C'est le mot qu'elle a utilisé une nouvelle fois. D'après vous, c'est suffisant pour calmer la colère des policiers aujourd'hui? Je pense qu'il faut à la fois comprendre l'épuisement et sans doute un peu le ras-le-bol des forces de l'ordre. Ça fait des mois qu'ils travaillent d'arrache-pied, qu'ils sont sur le pont. Les émeutes, je dirais, ça a sans doute été un peu la crise de trop pour eux. Donc moi, je comprends qu'ils soient épuisés, je comprends qu'ils en aient ras-le-bol. Mais évidemment que la justice doit être indépendante, évidemment que la justice doit faire son travail. Vous savez, j'écoutais hier un syndicaliste policier, Julien Chenardi, qui parlait de l'affaire Adama Traoré. Et il disait... il est temps de laisser faire la justice. C'est vrai pour toutes les affaires. Avec en l'occurrence une demande de non-lieu du parquet. Exactement, la seule manière. Et c'est pas facile parce que quand on est concerné, soit directement, soit parce qu'on a un collègue concerné, je comprends que ça affecte. Et le directeur général de la politique nationale l'a dit avec ses mots. Mais au fond, on peut pas laisser notre affect, on peut pas laisser nos émotions traiter ce genre d'affaires. Les images qu'on a vues ce matin du jeune Combini, Eddy, tous ces témoignages, j'allais dire, sont chacun dans leur cas frappant, bouleversant. Mais au fond, seule la justice peut établir les faits de manière objective. Ça prend du temps parfois, c'est frustrant. Seul un juge peut décider ou non de la détention provisoire de quelqu'un. Et évidemment, il ne le fait que s'il a suffisamment d'indices pour le faire. Mais après, c'est tout le sujet. Justement, les policiers attendaient peut-être davantage sur le fond, notamment sur l'instauration de ce statut juridique spécial, peut-être pour les forces de l'ordre. Sur ce point, Elisabeth Borne n'a rien dit. C'est quoi concrètement la position du gouvernement à ce sujet? Il y en a une ou pas? Moi, ce que je peux vous dire, la mienne, c'est que la justice est indépendante et doit le rester. C'est compliqué, hein. On peut évidemment comprendre que les policiers, quand ils sont au travail, c'est le cas de le dire, font face à des risques particuliers, à des tensions particulières, à des circonstances particulières, qui conduisent peut-être parfois à avoir des actes particuliers, mais seule la justice peut évaluer ça. Parce que sinon, si vous faites des exceptions, vous vous retrouvez face à des juridictions d'exception. Donc moi je considère que la justice doit faire son travail. Et vous n'êtes pas favorable en l'occurrence à des juridictions Écoutez, je suis pas ministre de la justice, je suis ministre de l'industrie. Mais je pense que le soutien inconditionnel des forces de l'ordre, la seule condition, si je puis dire, c'est l'exemplarité des forces de l'ordre. Et quand certains fonctionnaires de police, et c'est évidemment une toute petite minorité, ne sont pas exemplaires, il faut que ce soit traité par des procédures, je dirais, normales pour que, au fond, la relation des citoyens avec la police, qui est dans sa grande majorité, en fait, une relation de respect, une relation de reconnaissance, et au fond, souvent, presque une relation de complicité, puisse se mettre en place sans aucun doute, sans aucun ombre. On attend aussi la prise de parole de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour intervenir dans les prochains jours. C'est prévu, il est en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Écoutez, Gérald Darmanin, il est aujourd'hui avec le président de la République.
Alors, il n'est plus en Nouvelle-Calédonie, mais il est en route vers le Sri Lanka avec le président de la République. Oui. Je pense que c'était ni le lieu, ni le moment pour lui de s'exprimer. J'imagine qu'il trouvera les occasions de le faire dans les jours qui viennent. Ouais. Sur l'inflation, Elisabeth Borne a assuré hier que le pic était sans doute derrière nous. Elle dit attendre avec beaucoup d'espoir les négociations entre les industriels et la grande distribution. Vous avez de bonnes raisons d'y croire, Roland Lescure? Oui, moi j'ai rencontré les industriels que je soutiens face à une crise qui n'a pas été facile. On les a aidés à renégocier un peu les prix à la hausse l'année dernière, quand les prix des matières premières se sont envolés. On les a rencontrés avec Bruno Le Maire et Olivier Grégoire. On leur a indiqué que maintenant que les prix des matières premières baissaient, il fallait aussi qu'on puisse s'y retrouver dans les rayons. Pour l'instant, à la fois parce qu'il y a des promotions, il y a des débuts de renégociation, il y a des industriels qui ont directement baissé leurs prix au rayon, parce qu'ils s'y étaient engagés ou parce qu'il y avait ce qu'on appelle des clauses d'indexation automatique dans leur contrat. Ça commence à baisser. Il faut que ça continue. Il y a des prix qui montent, il y a des prix qui baissent, mais le blé, les céréales, ça a baissé. J'espère que ça va continuer. Un certain nombre de produits qui dépendent de ça doivent baisser. Donc oui, moi je pense qu'on est arrivé aujourd'hui sur un niveau d'inflation élevé, il faut le reconnaître, c'est difficile pour les gens aujourd'hui de faire leurs courses. Il y a sans doute un certain nombre de Françaises et de Français qui, durant leur congé, vont devoir se priver de quelques biens. Mais globalement, je pense que le pire est derrière nous. J'ai fait des prévisions économiques dans une vie précédente, je sais combien difficiles elles sont, mais malgré tout, je pense que la tendance est la bonne. Et qu'on aura une rentrée, je dirais, meilleure de ce point de vue-là, oui. Bon, Roland Lescure, la voix n'est pas tout à fait au rendez-vous. Effectivement, vous n'avez pas chômé ces derniers jours. Non, j'étais sur un bateau avec la Première ministre, ce qui explique ma voix un peu caverneuse. Voilà, pour l'expliquer aux auditeurs de Sud Radio, effectivement, vous étiez au Havre avec une annonce majeure, un projet porté par Engie pour verdir le transport maritime et aérien. Ça s'appelle Kerozen. En quoi il consiste concrètement ce projet ? C'est absolument exceptionnel ce qui est en train de se passer en fait dans nos ports, Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire, Fos. On est en train de décarboner l'industrie traditionnelle. Et donc, on va fabriquer de l'hydrogène. On va décarboner nos processus de production, donc nos recettes. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier avec du charbon, on va demain en faire avec de l'hydrogène. On va capturer le carbone. On va l'envoyer là d'où il vient, au fond des océans. Donc, on est vraiment à la fois... Moi, j'aime à dire, vous savez l'histoire, fin du monde, fin du mois. On est vraiment en train de réconcilier l'économie et l'écologie. L'industrie de demain, elle sera verte. On a voté un projet de loi qui va en plus accélérer tout ça. Et donc, ce qu'on fait dans ces zones portuaires, c'est qu'on a des projets extrêmement porteurs, Engie en a un, pour décarboner les carburants. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, l'aviation mondiale, c'est 3% des émissions globales. La France vend 50% des avions au monde. Donc, il y a 1,5% des émissions des avions au monde qui dépendent de la France. Et là, ce que va faire Engie, c'est qu'ils vont développer une usine pour fabriquer ce qu'on appelle des carburants propres, des carburants de synthèse, qui vont permettre de décarboner l'industrie. Le kérosène de synthèse. C'est du kérosène de synthèse. Alors, dans un premier temps, ça se fait, et ça aussi c'est très important, à partir de déchets, donc à partir de biomasse. Donc nos déchets, je dirais qui étaient un poids, sont en train de devenir une opportunité. On recycle les déchets, on pollue moins. Et en plus, on crée l'industrie de l'avenir. Donc ce que fait Engie là-bas, c'est absolument fantastique. Avec des rendements quand même assez anecdotiques, en tout cas pour le moment. On parle de 70 000 tonnes, c'est peu par rapport aux besoins dont on pourrait avoir besoin, en l'occurrence, c'est le cas de le dire, dans une dizaine d'années. Oui, ils ne seront pas les seuls. Donc Total a aussi des projets dans une de leurs grandes raffineries. Aujourd'hui, il y a des milliers de salariés qui travaillent dans les raffineries. Qu'est-ce qu'on leur dit quand il n'y aura plus d'essence ? Eh ben, on leur dit il y a de l'avenir. Il y a de la perspective parce que on est en train de penser les carburants de demain. Alors vous avez raison, aujourd'hui, ça reste relativement expérimental, mais ça va se développer. On est dans une révolution industrielle. Moi, j'en suis extrêmement enthousiaste parce que j'ai l'honneur de l'accompagner en tant que ministre de l'Industrie, qui va créer de l'emploi, qui va décarboner, qui va réindustrialiser nos territoires, qui va faire baisser la colère, qui va redonner espoir à des territoires qui étaient historiquement en déclin.
Franchement, ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement enthousiasmant. Même si ma voix un peu cassée ne le laisse peut-être pas transparaître autant que je l'aimerais. On l'entend avec déjà des réalisations très concrètes, hein, notamment la torche olympique. C'est un bel exemple de ce point de vue-là. Mais les Jeux Olympiques, ils vont être made in France. La torche olympique, acier bas carbone, Arcelor. Les parquets des gymnases, faits en France. Les vêtements des sportifs, le coq sportif, fait dans l'Aube. On l'a vu, les costumes de la cérémonie d'ouverture, faits par une grande maison de mode française. La vasque, j'imagine, sera faite en France aussi. Donc vous savez, on dit souvent les Jeux Olympiques, c'est la vitrine d'un pays. Moi, je souhaite que les Jeux Olympiques soient aussi la vitrine du fabriqué en France. On est en train de relocaliser des produits du quotidien, de l'horlogerie, des jouets, les doudous. Ils ne seront pas tous faits en France, mais il y a 500 000 doudous, mascottes, qui sont faits par une boîte super qui s'appelle Doudou et compagnie, qui est dans l'Ille-et-Vilaine, qui vont être fabriqués en France. Aujourd'hui, moi j'adore cette histoire. On va avoir la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. On va avoir une année sportive. Mais il faut profiter de cette année sportive pour montrer qu'il se passe plein de choses en France, et notamment dans l'industrie. Et moi, je vais m'y atteler. Avec Amélie Oudéa-Castéra, on a déjà prévu d'aller voir ces belles entreprises qui fabriquent français et qui vont habiller nos sportifs. Avec la loi Industrie Verte, hein, je le rappelle, qui vient d'être votée au Parlement la semaine dernière, donc vous ne l'avez pas attendu, effectivement, pour avancer sur le sujet, on vous a entendu. Autre dossier, celui des 50 sites industriels les plus polluants. En novembre, Emmanuel Macron leur avait demandé de réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030. L'objectif, la neutralité carbone pour 2050. Parmi les sites concernés, combien ont aujourd'hui déjà présenté leur plan d'action ? 50. On a fait carton plein. Vous savez, quand le président de la République me demande quelque chose en général, j'essaye de livrer. Et donc, il souhaitait qu'on ait 50 contrats de décarbonation avant l'été. On a les 50, on les a présentés à la Première ministre au Bourget. Encore une belle fierté française, le salon de l'aéronautique. On n'en avait pas eu depuis 4 ans. Il a eu lieu et bien lieu. Donc, on a présenté ces 50 feuilles de route de décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des cimenteries, des aciéries, des alumineries, des usines chimiques s'engagent toutes vers la voie de la décarbonation, divisé par 2 d'ici 2030 et supprimer toute émission d'ici 2050. C'est le cas aussi avec les zones industrielles, justement, bas carbone. Les 50 sites en question, c'est 60% des émissions de l'industrie. Donc si on décarbone ces 50 sites, on aura fait 60% du boulot. Et effectivement, dans les grands ports dont je parlais tout à l'heure, on met en place ce qu'on appelle des zones industrielles bas carbone pour que les gens travaillent ensemble. L'industrie, c'est une équipe. Les élus, les industriels, ceux qui produisent les infrastructures, évidemment l'État, on est tous alignés pour verdir l'industrie et développer l'industrie verte. Alors en échange, l'État s'est engagé à mettre 5 milliards d'euros sur la table, 10 milliards, même si les résultats sont au-dessus des attentes. Pour l'heure, 1 milliard d'euros a déjà été débloqué. C'est pas un peu précoce à ce niveau-là, Roland Lescure? Actuellement, on n'a que des feuilles de route, vous l'avez dit, hein, elles ont été présentées, des promesses finalement. Non, on a des projets très concrets. Moi, j'étais chez Arcelor à Dunkerque. Ils ont aujourd'hui déjà une machine qui permet de capter le carbone à l'issue du processus et de le liquéfier. Alors c'est expérimental, mais ça existe. Ils ont déjà du recyclage. Ils produisent beaucoup d'acier à partir d'acier recyclé. Il reste à changer les fours, de manière à ce qu'on puisse remplacer des fours à gaz par des fours électriques. Et ça, c'est des investissements qui s'étalent sur des années. Vous savez que l'industrie, ça a besoin de temps. Un industriel, si vous lui dites voilà ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, il vous dit banco, je suis prêt à le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant, pour donner de la visibilité aux industriels, de manière à ce qu'ils puissent s'engager, parce que une fois que vous décarbonez une aciérie de la taille de celle de Dunkerque, vous ne revenez pas en arrière. En tout cas, l'effort est là, si je vous suis bien. Le Conseil de planification écologique, ce sera l'un des moments forts de la rentrée. Cela fait des mois qu'on y travaille, a déclaré hier la Première ministre. Qu'en attendez-vous précisément ? Alors, ce que je viens de vous dire sur l'industrie, les feuilles de route, en fait, chaque secteur doit avoir un objectif et une feuille de route de décarbonation. Donc les transports, on va passer à l'électrique. L'énergie, on va construire des EPR. L'agriculture, le logement. Et donc, on va nous présenter chacun notre feuille de route au président de la République et à la Première ministre, et on va s'assurer que on peut se le permettre, si je puis dire. C'est-à-dire que on va s'assurer que ça boucle. Combien d'électricité il faut, combien d'hydrogène, combien de biomasse, pour crédibiliser. On est le premier pays à le faire au monde. C'est la première fois que ça arrive. On va être capable de dire, voilà où on va. Ça fait des années qu'on se donne des objectifs, souvent un peu ambitieux, mais surtout, voilà comment on y va. Et avec quel budget aussi ? Le budget,
Ça, vous avez déjà une idée à peu près du budget nécessaire ? Non, c'est trop tôt. Ce que je peux vous dire, c'est que la Première ministre a annoncé d'ailleurs, dès 2024, il y aura 7 milliards de plus pour la transition écologique. C'est des montants énormes. Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont publié une étude qui montrait qu'il faut 60 à 70 milliards par an. Pas seulement de l'argent public. Évidemment, les industriels, les investissements privés aussi, bien sûr. Bien sûr, mais non, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une opportunité historique. Ce que je disais, c'est une révolution industrielle. On n'a pas tous les jours, il y en a une par siècle, l'occasion de vivre et d'accompagner une révolution industrielle qui va créer de l'emploi, qui en plus va contribuer à sauver la planète. L'actualité, c'est aussi cette PME française, j'aimerais qu'on y revienne, suspectée d'avoir vendu des technologies sensibles à usage militaire à la Russie, à la Chine. Révélation du Parisien, aujourd'hui en France. Ouais, comment réagissez-vous à cette affaire ? D'abord, je remercie et je félicite les enquêteurs qui ont fait le boulot, puisque ces méfaits supposés ont été interrompus et il y a aujourd'hui des gens qui sont mis en examen. Mais j'en profite surtout pour interpeller tous les dirigeants de PME. Soyez extrêmement prudents. On est dans le domaine des semi-conducteurs, qui est un domaine stratégique. On va avoir besoin de doubler notre production de semi-conducteurs dans les années qui viennent. Et donc soyez extrêmement sensibles aux intrusions, humaines ou cyber d'ailleurs. Le risque cyber, il est encore insuffisamment pris en compte. Et voilà, ça montre, à toute chose malheur est bon, que ce risque, il existe. Et que quand le gouvernement interpelle et alerte les chefs d'entreprise sur ce risque d'espionnage industriel, c'est pas pour faire du James Bond, c'est la réalité aujourd'hui. La guerre économique, elle existe. La France a les moyens de la remporter. Mais évidemment, il faut les déployer, y compris face à de l'espionnage industriel qui existe. L'ancien ministre de l'Éducation a été nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, Pap Ndiaye. Ça fait réagir. Beaucoup ne comprennent pas ce choix. Est-ce qu'elle est légitime, selon vous, cette nomination ? Et comment vous réagissez justement à ces multiples réactions ? On va créer une polémique. Pap Ndiaye, c'est un historien reconnu dans le monde entier. Il a enseigné dans toutes les plus grandes universités. Il a dirigé un musée. Il a été un bon ministre de l'Éducation nationale, je le dis. On était à un moment politique où Gabriel Attal, qui je n'en doute pas sera un excellent ministre de l'Éducation nationale, plus politique, avec de l'expérience politique plus forte. Du poids sur l'administration aussi. A été nommé comme l'homme de la situation. Et Pap Ndiaye, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je suis sûr qu'il va exceller au Conseil de l'Europe. J'espère que derrière ces préventions, il n'y a pas des discriminations un peu conscientes ou inconscientes larvées, parce que... C'est l'impression que vous avez, ouais. Pap Ndiaye, c'est un grand bonhomme. Et moi, je le connais personnellement. Je le connaissais un peu avant qu'il soit nommé. Je l'ai découvert depuis 1 an. Voilà, il passe à autre chose. Mais cette autre chose, je suis intimement convaincu qu'il va le faire très bien. Pour conclure, Sylvain Maillard, largement élu à la tête du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On sait que la rentrée va être tendue, intense, le vote du budget, projet de loi immigration également. Sylvain Maillard, c'est le bon choix, c'est un choix fort justement pour mener ces combats qui vont être rudes à l'Assemblée. Alors Sylvain, je le connais bien, lui, ça fait 6 ans qu'on a travaillé ensemble à l'Assemblée. C'est un excellent choix. Il a toutes les qualités de leadership. À la fois l'écoute, la bienveillance, la détermination. Il sait faire de la politique. Il va très bien travailler avec les autres groupes. Aurore Berger est une excellente présidente de groupe, mais Sylvain Maillard va être au moins aussi bon, donc je lui souhaite plein de réussite et j'ai hâte de bosser avec lui. On a déjà échangé hier et c'est un ami aussi, donc vraiment j'espère qu'il va pouvoir se reposer un peu parce que parce qu'il aura du boulot à la rentrée. Est-ce qu'il va être capable aussi d'élargir cette fameuse majorité? Ça peut être aussi un avantage avec ce choix-là de... Écoutez, Industrie Verte, 231 votes pour, 70 et quelques votes contre, mais pas mal d'abstentions. En fait, la majorité, elle s'élargit déjà, elle s'élargit au cas par cas. L'industrie n'a pas de couleur de maillot, je pense que tout le monde est pour réindustrialiser la France. Donc sur des projets de ce type, on peut montrer qu'on a déjà élargi. On va rentrer dans la saison budgétaire, ça on le sait, ça va être plus compliqué. Quand vous êtes dans l'opposition, vous votez pas le budget. Donc l'examen du budget, il va être un peu olé olé. Mais je suis sûr que Sylvain participera à ce travail de manière très productive et très constructive. Roland Lescure, vous allez pouvoir laisser reposer un petit peu votre voix. Vous êtes en vacances, dernier conseil des ministres hier. Quoi de beau pour les vacances de votre côté? C'est quoi le programme? Alors moi je reste en France, je vais voir mes proches que j'ai peu vus. C'est de me reposer un peu, travailler ma voix, me remettre en condition physique, parce que ministre c'est un sport de combat, mais on n'a pas beaucoup le temps de faire du sport. Et puis voilà, me préparer pour la rentrée. Je vais évidemment rester à l'écoute. L'industrie passe un peu en mode veille au mois d'août, donc ça tombe bien, on va être un peu en synchronie. Mais voilà, moi je suis extrêmement heureux de faire ce que je fais depuis 1 an.
Et donc, si vous avez aimé la saison 1 de l'industrie, vous adorerez, à mon avis, la saison 2. Ah bah c'est comme du teasing de série, finalement. Exactement. Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Bonnes vacances. Merci.